Bonjour à tous, on est chez Ducati à Toulon pour une émission véritablement exceptionnelle avec deux immenses champions, Stéphane Chambon, champion moto multidiscipline, et puis le nageur Florent Manodou, multiple médaillé, qui nous parlera de sa passion pour la moto, pour Ducati en particulier. Donc évidemment, chez Ducati, on va parler des nouveautés et ça va être passionnant. D'abord, vous cliquez sur abonnez-vous à l'émission et puis ensuite, vous me suivez et on va aborder tous ces sujets. C'est tout rouge autour de nous, on est chez Ducati, Toulon, à Lagarde plus précisément. C'est Joël qui nous accueille. Salut Joël. Oui, bonjour à vous tous et bienvenue à Toulon. Avec nous, un champion olympique et multiple champion du monde nous a fait le plaisir de venir nous rejoindre. C'est un motard, c'est Florent Manodou. Salut Florent. Salut à tous. Et avec nous, comme chaque semaine, Eric Sélis. Salut Eric. Salut David, bonjour messieurs. Alors on est ici en période de bol d'or actuellement, on est juste avant le bol d'or, c'est maintenant qu'on tourne l'émission. Il va y avoir beaucoup de clients et parmi ces clients, Florent, tu es Ducati depuis quand? Je pense que je suis Ducati depuis 4 ans à peu près, non 3 ans, parce que j'ai passé mon permis en 2015 donc ça ne peut pas faire 4 ans. J'ai pratiquement été toujours Ducati en fait. J'ai eu d'abord une Kawa et après je suis passé Ducati au bout de 2 mois. Donc j'ai roulé presque que sur des Ducati. Et t'en as testé combien ici? J'ai testé tous les modèles qui sont là, je crois. C'est un avantage. J'ai eu cette chance et en ce moment je suis sur une Super Sport S. Qu'est-ce qui t'a fait craquer, on peut le dire comme ça, pour Ducati? Je trouve que c'est une marque qualitative, c'est un peu les Ferrari du 2 roues. Donc moi qui aime la vitesse en plus, c'est une marque très qualitative, ça j'aime bien. Et ils sont super sympas en plus, donc voilà, même si je pense que le monde des motards est plus sympa que le monde des autos. Mais je trouve que Ducati est vraiment cool en plus, avec Clément de Marseille, je m'entends super bien et j'ai l'occasion de toutes les essayer, donc pourquoi changer? Ouais, alors ici, il y a une moto que tu n'as sans doute pas essayée, elle est juste derrière nous. Celle-là, non. Celle-là, non. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont essayé. Il y a un certain Casey Stoner qui a été champion du monde en 2007 avec cette moto. Et c'est peut-être la Ducati la plus chère du monde, messieurs. Par l'aura peut-être, après par la fabrication, peut-être que les GP actuels, les GP18 sont peut-être plus chers, mais par rapport à ce qu'elle représente, oui certainement, elle a une valeur inestimable. Ouais. Alors la Ducati la plus chère du monde, les Ducati très chers qui sont rares, et il y a aussi un collectionneur pas loin d'ici qui possède les Ducati 900 de Michael Wood, avec laquelle il a été titré en 1978. Alors il possède, c'est Rory Simpson, il possède l'exemplaire de la moto, il l'entretient, elle appartient à un riche américain qui habite New York, et l'info, c'est que maintenant, il commercialise à une dizaine d'exemplaires ces Ducati 900 avec des moteurs à l'identique, c'est-à-dire qu'il a racheté les moules, il a racheté les dessins, les brevets et il les refabrique. Son nom, c'est Brooke Henry, son entreprise, c'est un Australien, c'est V2, et depuis quelques temps maintenant, il les refabrique. Ça vaut 140 000 $ le bout. C'est pas tout à fait. Je pense que c'est plus cher ça. Il en manque un peu là. C'est quoi? On est pratiquement à 500 000 €, non? C'est ça? Pratiquement, oui. Pratiquement 500 000 €. Comme celle-ci. Quelque part. Florent, le circuit, tu as essayé? Ouais, j'ai essayé et c'est quelque chose qui me plaît parce que je suis un sportif de haut niveau, donc j'aime la vitesse et j'aime repousser mes limites, donc bien sûr j'ai essayé. Tu as essayé où? Au Paul Ricard? Tu es Marseillais? Je pense que c'est logique. Je suis d'origine lyonnaise, mais j'habite à Marseille depuis 7 ans maintenant. Et j'ai essayé le Paul Ricard, j'ai essayé le driving et le grand circuit en mode 1.8 et en mode 5.8, c'est ça? 5.6? Oui, 5.8. 5.8. Avec la ligne droite dans son intégralité ou avec la chicane au Avec milieu? la ligne droite. Mais il y avait des plots parce qu'en fait, il y avait donc la partie 1.8 où j'ai tourné high side et il y avait la partie, la plus grande partie où il y avait un stage de pilotage et il y a la pause entre midi et deux, donc ils m'ont dit c'est bon, tu peux faire 2 tours complets. Donc je suis passé à 200 entre les plots, j'ai accéléré un petit peu après. Et Bader, il était plus vite ou pas?
Ça Bof. nous intéresse, nous. Ouais, Non, il était Bader, pas bof. terrible. Ouais, ça m'étonne Bader, pas. ouais. Bader, il est c'est bof. que dans les sbroufs. Hein. Ouais, voilà. Et il en joue beaucoup, mais Ouais. au niveau Ah, mais on piste, le connaît, c'est pas le top. T'inquiète. Bon, et au niveau des sensations, alors, ça dit quoi? Quand on arrive au bout de la ligne droite du Mistral, quand il faut plonger dans site? Bah, j'ai freiné beaucoup trop tôt, c'est mon problème. C'est mon problème sur circuit, je freine tôt, j'ai un petit peu peur de freiner trop tard, donc du coup j'ai pas trop de problème de vitesse de passage dans les courbes, mais c'est vrai que je freine quand même assez tôt, mais je pense qu'en en faisant encore beaucoup, ça ira de mieux en mieux. Joël, on est à côté du Castellet. Est-ce que tu vends beaucoup de sportives? Pas assez encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'est pas encore bien connu à Toulon en Ducati. Ducati, on le travaille depuis 2016. Et Ducati avait perdu beaucoup de parts de marché. Donc la clientèle circuit, c'est une clientèle habituée. Il y a des leaders, ils sont avec les leaders, et nous, on n'est pas encore leader. Voilà. Mais on a Marseille, qui fait partie du même groupe, qui a beaucoup de clients super sport. Ouais. Il paraît qu'il y a des petits soucis sur la V4, c'est les mauvais esprits chagrins qui racontent ça, ou Oui, il y a eu quelques petits soucis? Oui, tout à fait. Une marque qui sort un nouveau modèle, surtout une moto comme ça, avec tant de technologie. Moi, ce que je peux dire d'une moto comme ça, d'ailleurs, quand on nous l'a présentée en Italie, ben, c'est une moto qui me donnait la chair de poule. Ouais. Et pourquoi? Parce que c'est magnifique. Je veux dire, on ne peut pas critiquer une moto comme ça. T'as Même essayé, si ça tombe Florent, pas. la V4, ouais, tu l'as essayé sur Ouais. circuit. C'est une de celles que tu as essayé sur circuit. Ouais, c'est celle que j'ai préférée sur circuit. C'est un beau jouet qui fait peur, en fait. Mais c'est trop agréable à conduire et c'est facile et bestial en même temps, en fait. Mais j'ai vraiment adoré. Tu fais quelle taille? Je fais ce que j'allais 1m99. Ah, Et ça allait, ouais, il y et avait la- t'arrives à te caser dans la... Bader m'avait dit que j'étais plus large que la moto et que c'était étrange. Donc je pense que niveau aérodynamisme, je suis pas au top. Mais je me suis régalé quand même. Il y avait la bulle haute. Et voilà, après, moi, je suis pas un fou de vitesse. Je voulais juste prendre du plaisir. Donc je me suis régalé. Et j'espère pouvoir en refaire sur cette V4. Alors, L'appel est lancé. on- L'appel est lancé. On t'a vu souvent au Castellet, t'es venu au Bol d'Or, t'es venu à la Sunday Ride Classique, Ouais. mais tu t'es baladé aussi avec tes amis, je crois, Grégory Mallet, avec Camille Lacour, on t'a vu à la Transalp AMV Légende. J'ai même passé mon permis ici, à la Garde, et j'ai passé mes heures de conduite au Castellet. Ah oui. Donc c'est vraiment... je suis au Castellet tout le temps, en fait. Ouais. Ouais, non, le fait de venir à la moto, est-ce que tu aurais voulu le faire avant, mais c'est par rapport à ta discipline, donc par rapport à tout ce que tu as fait, ta carrière en natation, que tu ne pouvais pas te le permettre? C'était un frein, c'était dans des contrats, ou est-ce que tu l'as découvert sur le tard, entre guillemets sur le tard? En fait, pour la petite histoire, j'ai un pote qui avait une 50 à boîte de vitesse là, quand on était jeune, quand on avait 14 ans. Et mes parents ne voulaient pas m'en acheter une parce que mon frère trafiquait sa mobilette. Du coup, j'ai pas eu le droit, moi. J'avais un grand frère. Il m'a dit, vu que ton frère a trafiqué, toi, t'en auras pas. Je dis, bon, tant pis. Donc, je conduisais celle de mon pote qui a passé le permis moto après et qui est décédé en 2013. Donc, du coup, ça m'a un peu refroidi. Et j'ai acheté une moto en 2014, je crois, et j'ai passé le permis en 2015. Donc je voyais la moto tous les matins dans mon garage. Je me suis dit, bon, il faut que je passe le permis maintenant. Et j'ai mis un an à le passer. Et, donc je l'ai passé. Je me suis fait voler la moto au bout de 2 mois. Et après, je suis allé chez Ducat. Voilà. Et ta sœur aussi roule à moto. Ma soeur, mon frère, ma soeur, plus trop. Enfin, elle a le permis et elle a eu un tout petit accrochage. Quelqu'un lui a coupé la route et dans Marseille. Et du coup, ça l'a un peu refroidi. Et elle n'est pas remontée sur une moto. Et j'essaie de la faire remonter, mais c'est compliqué. Les multistradas, t'as essayé aussi? Ouais, j'ai essayé la Multistrada Pikes Peak et j'ai essayé la Multistrada Enduro. Tu en vends, Joël, des multistradas aussi ici? Ça représente quelle proportion des ventes de Ducati? En pourcentage sur la concession, 40% c'est des multistradas. Ah ouais, pratiquement. donc beaucoup. Ouais, en fait. beaucoup. Et un produit qui commence à bien marcher, c'est la 950. Ouais. On l'oublie. On Le oublie que tarif chez est Ducati. accessible. On l'a essayé dans son Et une moto concession. sage. Une moto, on n'a pas besoin de la piloter. Une moto facile et avec un entretien vraiment sympa à 30 000 km la première révision. Les nouveautés Ducati, on est dans un mois, c'est le salon de Milan. On est début octobre. Dans un mois, c'est le salon de Milan avec des nouveautés. Il y aura une Panigale Air, il y aura une Multistrada tout-terrain, une nouvelle, et a été présentée début septembre, mi-septembre même, la Scrambler
800, la nouvelle Scrambler 800, avec pas mal de nouveautés. Tu peux nous en parler, Joël? Oui, la 800, je peux en parler parce que depuis hier, on est au courant, c'est officiel, on aura une nouvelle 800 Scrambler. Et vraiment nouvelle, c'est pas qu'un changement de look, c'est un compteur différent avec une jauge à essence, un affichage des vitesses, c'est important. On va avoir une nouvelle selle plus confortable, un meilleur amortissement à l'arrière, un embrayage hydraulique et surtout un ABS de virage. Okay, et ça, c'est important. Et dans cette clientèle-là et cette série de motos-là et cette catégorie, je crois que la Ducati sera la mieux équipée. Alors, justement, on a notre essayeur qui a un grand gabarit. Il n'est pas aussi grand que toi, Florent, mais il est grand. Et il va pouvoir dire ce qu'il en pense et te donner peut-être ses sentiments sur cette nouvelle Scrambler 800. C'est Johan Genouvrier de Génération Moto qui a testé pour nous le nouveau Scrambler 800. Avec sa technologie basse pression pour un patch de contact avec la piste plus grand, avec un nouveau mélange multigomme dérivé de la gamme KR, le Dunlop Sport Smart TT, route ou piste, plus besoin de choisir. Salut à tous et bienvenue sous le soleil de Toscane pour découvrir le Land of Joy. Alors le Land of Joy, qu'est-ce que c'est? C'est l'univers créé par Ducati, un univers marketing autour du Scrambler. Alors que dire sur ce Scrambler? Depuis 2014, il s'en est vendu 55 000 exemplaires dans le monde, des chiffres records pour la marque. Le Scrambler a été développé en 2014 en 800, puis en 400, en 1100 et revient de nouveau en 800, donc troisième modèle de la gamme, revu et corrigé dans le sens de la souplesse. Au cœur du treillis tubulaire, on retrouve un bloc de 803 cm3, un bicylindre en L propre à la firme de Bologne, d'une puissance de 73 chevaux, dont le comportement a été revu dans le sens de la souplesse. Ce modèle a connu un grand succès mais a été vivement critiqué pour être plutôt brut, assez pushy, assez nerveux. Ducati a corrigé le tir, l'esthétique a très peu changé, hormis un réservoir légèrement modifié, un peu plus fin, une selle un peu plus fine, un habillage de phare, un bloc compteur qui reste le même mais intègre quelques fonctions supplémentaires, notamment le rapport engagé, des commodos qui ont changé dans le sens de la facilité, mais une esthétique générale qui a très peu changé. Là où Ducati a transformé son Scrambler, c'est dans le comportement. Pour le rendre plus souple, on a travaillé sur la suspension. La fourche et l'amortisseur arrière sont légèrement plus doux, mais ne manquent pas de fermeté. La suspension a été revue dans le sens de la souplesse, mais on n'a pas pour autant une moto qui agit comme une pompe à vélo. On a une moto qui réagit très bien sur les bosses, les successions de virages, les enchaînements de courbes. Bref, une moto très facile à prendre en main, mais avec une bonne réactivité. Au niveau du freinage, on a conservé le système Brembo d'origine. On a ajouté toutefois le système d'ABS en courbe, utilisé déjà sur quelques modèles de la gamme. Les jantes ont été sensiblement modifiées, l'échappement aussi. L'embrayage est dorénavant hydraulique. Auparavant, c'était un système plutôt brutal. On a encore gagné en souplesse. La réponse à l'accélérateur est beaucoup moins franche qu'auparavant. On a un moteur du coup qui se retrouve un peu plus linéaire dans le comportement. On a une machine qui reste très facile à prendre en main malgré 170 kg à sec. C'est un poids plutôt important par rapport à ce qu'on pourrait imaginer d'une telle machine. Pour le reste, le Scrambler tient ses promesses. Sur les petites routes de Toscane, on a trouvé la machine plutôt vive, plutôt réactive. L'ergonomie a été revue et corrigée. La position des repose-pieds a été sensiblement modifiée. Au niveau du sélecteur et au niveau du frein arrière, on trouve facilement les commandes. En bref, Ducati a cherché à faire de son nouveau Scrambler une machine beaucoup plus accessible. En ce qui concerne les tarifs, on est aux alentours de 9 250 € pour un modèle jaune et 100 € de plus pour un modèle d'une autre couleur. Alors là, on reste dans les tarifs Ducati. Face à la concurrence, ça risque d'être plus compliqué, mais c'est quand même le prix à payer pour entrer dans le fameux Land of Joy. Merci Johan pour cet essai. Florent, le Scrambler actuel, tu l'as essayé? J'ai essayé le 800 sur une semaine, j'ai essayé le Desert Slate sur la Transalp. La Transalp AMV Légende, c'était ouais. dans les Alpes sur une semaine complète. C'est ça, ouais. On a fait environ 200 bandes par jour sur 6 jours. On est revenu sur l'autoroute entre Nice et Marseille, c'était horrible. mais la Transalp de Nice, en passant par tous les cols, c'était vraiment génial. Et j'ai pu essayer aussi la 1200. Mais c'est vrai que la 800 Desert Slide était assez haute et c'était agréable de pouvoir passer une semaine dessus. Ouais. Ah ouais, ça allait, le gabarit, au niveau du gabarit, ça allait. Moi, ça allait. Après, j'ai l'habitude de faire avec des choses plus petites que moi. J'ai toujours les pieds qui dépassent dans les lits d'hôtel, des choses comme ça. Donc j'ai l'habitude. Voilà, les pieds qui dépassent sur la moto, c'est pas terrible. Mais honnêtement, non, c'était génial. On m'a conseillé cette moto pour cette semaine et je me suis régalé avec. Alors, en bref, chez Ducati, il y avait une 916 à gagner.
c'est la Mutuelle des motards qui a fait gagner une 916. C'est une idée un peu originale, c'est-à-dire qu'ils ont racheté une 916 pour la faire gagner. On l'a vu, cette 916, lors du Simple Fest. C'était à Montpellier, c'était le festival où elle était exposée. Il y avait également le Super Mono de Stéphane Chambon, dont on reparlera tout à l'heure, qui était exposé lors du Simple Fest. C'est unique. Et puis, en bref, aussi Lorenzo, qu'on a découvert fan de Michael Jackson. Il a rendu hommage à l'anniversaire de la disparition du chanteur sur Twitter. En bref, également les nouveautés Ducati. Une Bikebox 24, c'est un insolite garage individuel. Les Royal Enfield qui ont présenté de nouveaux modèles à Bonneville. C'est un gros retour en force de Royal Enfield. Et puis les triplettes de Bonneville, on reste à Bonneville, qui ont acquis plusieurs records de vitesse, puisque c'est le principe des triplettes de Bonneville. Et puis, en bref, le trophée Robert Doron, les 13 et 14 octobre prochains. On attend du monde à Carole. Oui, il y avait une première édition l'an passé, et c'est une figure emblématique du monde de la moto qui a aidé énormément de pilotes. Et je pense que l'année dernière, il y avait Grégory Leblanc qui avait participé. Ça serait bien que cette année, il y ait aussi d'autres pilotes qui viennent, parce qu'il a aidé beaucoup de pilotes, mais l'année dernière, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient venus. Donc j'espère que le message sera passé et qu'il y en aura beaucoup plus autour du circuit Carole. Comment il va, Grégory ? On l'a vu au Bol d'Or, ça va. Ouais, ça va. Il n'y a pas de souci. Donc il est revenu d'une grosse blessure, d'un gros accident. Mais je pense qu'au Bol d'Or, il a démontré que ça allait bien. Est-ce qu'il glisse comme Jason O'Halloran à Silverstone ? Je ne suis pas certain. Alors, j'ai vu passer la vidéo. Ce qu'il faut rappeler surtout, c'est qu'en BSB, il n'y a plus d'électronique. Voilà, en British Superbike, il n'y a plus du tout d'électronique. Donc, les glisses, elles sont énormes. Les glisses, elles sont énormes. Par contre, ce qu'il faut se rappeler, Grégory Leblanc, Sébastien Gimbert ou Erwan Digon pour en témoigner, aux 24 heures du Mans 2018, ils ont fait les 3 quarts de la course sans électronique. Donc ils se faisaient aussi plaisir. Peut-être pas autant que Jason O'Halloran, parce que quand on le sait, si on glisse trop, on va moins vite. Mais c'était assez impressionnant quand même. Alors, on va passer maintenant au top et au flop. Grâce à Sena, le spécialiste de l'intercom Bluetooth, restez connectés. Vous voulez communiquer avec votre passager ou en groupe de motards, recevoir et émettre des appels, écouter de la musique ou les instructions GPS, Sena vous propose une gamme complète d'intercom high-tech. Rendez-vous sur moraco.fr. Les tops et les flops, toujours chez Ducati. Donc, on parlait de Scrambler 800. Il y a un préparateur parisien, Bad Winners, qui s'est essayé à fabriquer avec succès un flat tracker sur la base d'un 800. Il en a fait un sur la base d'un 1100. Il était au World Ducati Week pour les présenter. Et on est allé visiter dans l'atelier de Walid et de Ben les préparations flat track. Elles sont magnifiques et on espère qu'ils vont en fabriquer beaucoup pour des particuliers. On parlait du World Ducati Week. 13 Panigale V4S de la Race of Champions ont été vendus aux enchères. Alors ça n'a pas atteint les sommes de cette moto, mais est-ce que vous savez combien c'est vendu? La plus chère, c'est celle de Bayliss, de Troy Bayliss. C'était pas aux alentours de 150 000 euros, non? 120 000. 120 000 euros. Toutes elles étaient signées et puis elles ont été vendues aux enchères. 1500 personnes ont participé sur eBay. On passe au flop. On reste chez Ducati. Stoner, Casey Stoner, n'est plus ambassadeur pilote d'essai de la marque. Dommage, elle est là, la moto. Voilà, il a été longtemps ambassadeur Ducati. Est-ce qu'il va retourner chez Honda? C'est probable. On verra. Maintenant, en fait, il a dit qu'il arrêtait son rôle parce que d'ambassadeur, mais surtout de pilote de développement, parce qu'en fait, quand il donnait ses ressentis, il considérait que chez Ducati, on ne prenait pas en considération. Donc, Florent, voilà. quand tu donnes tes ressentis, toi, il y a des ajustements sur les modèles de la marque, non? Ils n'agissent pas directement? Pas directement, mais quand j'ai fait du circuit, on a changé un petit peu le sélecteur de place pour que je puisse bien passer les vitesses quand même. Est-ce que toi, si tu devais changer quelque chose sur la moto, c'est quoi? Plus le guidon, plus le sélecteur, plus le sélecteur donc? Ouais, moi c'est plus le sélecteur parce que j'ai quand même des grandes jambes et des longs pieds aussi, donc parfois je galère un petit peu à passer les vitesses et à rétrograder, donc c'est plus ça que je changerais. Tu trouves des bottes à ta taille? Ouais, quand même. Mais c'est compliqué justement pour
pour passer Parce que entre là, dessus, tu choses dessous, du combien sans ça, indiscrétion? c'est du 48. par Ah exemple. oui. Ouais. Donc du coup, avec l'épaisseur des bottes, parfois, j'arrive pas vraiment à bien passer sous le sélecteur, mais En vraiment. rapport inversé, quoi. Peut-être. Ouais. Mais à un moment, il faut quand même Oui. passer le pied sous le sélecteur, Ouais. même en rapport inversé, sinon c'est pas bon. Merci, merci de nous avoir reçus. Joël, on va rester un moment avec Florent et on va accueillir Stéphane Chambon. Mais avant, on va regarder une interview de Philippe Morizzi qui a apporté sa moto avec laquelle il a gagné son premier titre en vitesse, Stéphane Chambon. C'était un super mono. On écoute Philippe Morizzi, c'était au Simple Fest à Montpellier. Donc moi je suis Philippe, je suis producteur de concerts et amateur de moto, particulièrement de Ducati. Avec un ami, Didier, là, qui est derrière, là, on prépare pas mal de brel. On connaît Rory depuis qu'il s'est installé dans le sud. Rory Simpson, donc c'est le propriétaire de cette moto légendaire, particulièrement celle-ci parce qu'elle a un pédigré. Donc c'est la moto, comme on peut le voir hein, sur la bulle, qui a appartenu à Stéphane Chambon, un des grands champions français, et qui a fait un festival avec cette moto. Moto mythologique, pourquoi? Parce que Ducati, à un moment donné, décide de revenir à une moto qui est chère à ses yeux, avec Massimo Bordi, un des ingénieurs, dire on va revenir sur du monocylindre. C'est quand même voilà, l'école du bicylindre, le Penta qu'on voit derrière, les couples coniques qu'on a connus avant. Mais c'est une moto qui est chère à tous les passionnés, les scramblers qu'on a vu ressortir. Le monocylindre est cher aux passionnés et à la marque, à Taglioni et Bordi qui sont là. Et ils décident de couper un 888. On a vu Raymond Roche, champion du monde en Superbike là-dessus. C'est une moto mythique aussi. Ils la coupent et ils font ce moteur extraordinaire. Donc monocylindre, il y a eu plusieurs versions, il y a à peu près 67 exemplaires dans le monde de cette machine. Donc encore une fois, celle-ci c'est la factory, c'est la moto d'usine, donc c'est carrément exceptionnel de l'avoir ici, quoi. Stéphane Chambon nous a rejoint. Salut Stéphane, merci d'être venu. Bonjour, merci. Tu es venu, tu as 1h30 de route de chez toi, c'est ça? Ouais, c'est ça, Avignon. Ça, c'est d'après fait- Mappy. ça Avec fait- Stéphane au volant, c'est 50 minutes. Ouais, non, mais maintenant je fais attention carrément pour mon permis. Donc Stéphane, aujourd'hui tu fais des courses de voiture, c'est ça? Ouais, j'essaye de faire quelques courses. J'ai fait pas mal de rallyes. Je fais des petites courses sur circuit avec des Caterham par exemple. Et là, maintenant, depuis quelques années, avec les SSV, que ce soit Polaris, Yamaha, Can-Am, tous ces véhicules-là, quoi. Alors Florent, toi tu as été titré en dos, en papillon, en nage libre, C'est ça, ouais. d'autres disciplines aussi? Titré, non, j'ai été titré sur 3 nages et j'ai eu une médaille aussi en. Je fais 3e championnat du monde en brasse. Voilà, J'ai fait les 4 nages, j'ai été médaille mondiale dans les 4 nages. ouais, tu as eu des titres européens, mondiaux. Alors là, tu es quelqu'un qui a été titré en motocross, titre de champion de France, en supermotard, c'est ça Eric? J'en oublie? Non, non, Beaucoup, pour l'instant, j'en oublie beaucoup. c'est chronologiquement, pour l'instant, c'est ça. 5 titres de champion de France en supermotard, vainqueur du Guidon d'Or À plusieurs fois. reprises. Ah, En, voilà. en extérieur et en intérieur. Voilà. En vitesse, champion du monde super sport, champion de France. Champion de France la même année en super sport et en superbike, ce qui, 96. je crois, n'a pas été refait depuis. Il me semble. Ouais, je pense pas, ouais. Et en endurance, on a vu le bol d'or qui s'est déroulé il n'y a pas très longtemps. Tu as gagné une course de 24 heures également. Oui, les 24 heures du Mans, c'était en 2004, Ouais. sur Suzuki, avec le CERT. Avec le CERT. Ouais. Mais avec Ducati, en 95, j'avais fait la pole au bol. Voilà. Avec C'était à les- Manicourt, c'est ça? Non, Ah non, 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 en 95, c'était c'était ici, au Castellet. Au Castellet, avec à l'époque, c'était la 916. Voilà. Et c'était l'un des premiers pilotes à être passé sous la barre des 2 minutes. J'avais battu le record de la piste. Christian Saron. Voilà. Et voilà. Combien d'années tu as roulé chez Ducati, Stéphane? La toute première année de la vitesse, j'ai commencé en 93, et c'était avec la Ducati Supermono, jusqu'en 97 avec la CIMA et aussi le team mondial que j'avais intégré, le team All-Star. Et maintenant, on passe au Technoshop de Valentin. Salut à tous, dans ce Technoshop on va parler aujourd'hui non pas de Voxan mais on va parler d'un autre constructeur, Ducati, puisque c'est l'un des seuls tout simplement du marché à proposer une application pour smartphone. Disponible sur Apple et Android, son petit nom c'est Ducati Link et elle ne s'adresse pour l'instant qu'aux possesseurs de Multistrada 1260S, dans toutes les versions, puisqu'il nécessite de se connecter au système multimédia de la moto.
Une fois appairé, les appels, les notifications SMS et bien sûr les applications audio, tout ça transite par la moto, mais le plus intéressant c'est que vous avez désormais accès à vos données de roulage. Vitesse, puissance en temps réel, degré d'inclinaison lorsque vous prenez de l'angle, tout est répertorié, bref on n'est pas loin de la télémétrie de compétition. L'analyse peut se faire en direct lorsque vous roulez ou en consultant les parcours qui auront été enregistrés par la suite. Libre à vous après de les télécharger pour les partager avec vos amis via les réseaux sociaux en y ajoutant même au passage quelques photos. Les réglages de la moto deviennent eux aussi accessibles directement sur l'application pour paramétrer votre multistrada vraiment aux petits oignons. Suspension, ABS, traction control, chaque mode de conduite est maintenant personnalisable à vos goûts. Enfin, Ducati Link peut aussi vous aider dans l'entretien de votre moto, puisque vous aurez accès au rythme de révision préconisé, sur quel point intervenir, etc. Vous aurez même la localisation du concessionnaire Ducati le plus proche. En résumé, cette application offre un niveau d'interaction avec la moto encore jamais atteint et on espère rapidement que les autres constructeurs se mettront à la page. Avec nous sur le plateau, Michel Turcot nous a rejoint, notre spécialiste sport. Salut Michel. Salut David. Donc Stéphane, toi, tu as été champion, tu disais, la même année, en 96, au guidon d'une Ducati. Est-ce que, Michel, pourquoi aujourd'hui les pilotes ne font pas plusieurs catégories? On sait que Valentino Rossi l'avait envisagé un temps. Tout simplement parce que c'est plus possible de par le nombre d'épreuves déjà, et puis bien évidemment les contrats, l'exigence du sport qui est de plus en plus, qui demande de plus en plus de rigueur et d'implication. Donc je pense qu'aujourd'hui, enfin en tout cas en Grand Prix, imaginez un pilote capable de faire un championnat MotoGP, un championnat Moto2 par exemple, ça paraît juste impossible. Freddy Spencer l'avait fait. Oui, mais à l'époque, il y avait des manufacturiers dans chaque catégorie. Aujourd'hui, le Moto2, c'est une catégorie unique avec une moto pour tout le monde. Alors qu'à l'époque de Spencer, il était pilote officiel Honda. Honda avait des 250 et Honda avait des 500. Oui, on pourrait imaginer qu'un pilote KTM qui est présent sur Moto2, mais c'est vrai que... Moto3, Moto2 par exemple. David, tu fais bien de rappeler... les 3 courses. Tu fais bien de rappeler que Spencer était le dernier, mais quand Spencer décide ce challenge-là en 1985, c'est un vrai pari qui n'a plus été réalisé depuis longtemps, depuis la... je sais pas, après la... 83. À brûle-pourpoint, les derniers pilotes qui disputaient de catégories, non, Lavado en 83, il court qu'en 250. Alors quand il y avait encore la catégorie de 350, effectivement, il y a des pilotes qui faisaient les 250 et 350. Cette catégorie, elle a dû s'arrêter en 82, je pense. De mémoire comme ça, mais voilà, après c'était des catégories très proches, les motos étaient identiques en fait, entre une 2,5 et une 3,5 de Grand Prix, la différence tellement c'était proche qu'il y avait des pilotes qui se trompaient de catégorie avec leur moto, ils roulaient en 250 avec des 3,5. Des noms peut-être. Je sais pas, avait une combinaison argentée, mais je me rappelle plus du nom. Bon, on va prendre un autre avis, Michel. Je suis pas forcément d'accord. Je pense que ça pourrait se faire. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane? Est-ce qu'aujourd'hui, ce serait faisable? Dans la catégorie MotoGP par exemple, qui fasse Moto2 et MotoGP. Plusieurs catégories, ouais. Plusieurs catégories. Je sais pas, moi c'était différent parce qu'à l'époque j'avais monsieur Marcel Sora, l'importateur Husqvarna et Ducati par la suite. J'étais embauché comme j'étais salarié comme un mécanicien à la CIMA. Et donc il y avait la 748 et il y avait la 916. Donc la 748 en super sport et la 916 en superbike. Et bien, pourquoi pas profiter du pilote qui était employé par la CIMA pour lui faire faire les deux catégories. Je me rappelle plus. C'était de l'exploitation en fait. Ouais, un peu, ouais. Je me rappelle plus si c'était j'enchaînais de suite. Je pense pas quand même parce que ça. Non, il y avait une course. Il y a toujours une course d'écart entre le super sport et le superbike. Voilà. Et puis bon, mais voilà, j'étais un ouvrier, comme un ouvrier. Il fallait que je fasse ça. On m'a dit de faire ça. J'ai fait ça. J'ai réussi à le gagner. C'était pas ta volonté, c'était Marcel qui y tenait. Non, il y avait aussi que moi, au plus je faisais de la moto, au plus je passais du temps sur une moto, au plus j'étais heureux. Donc ça m'a c'est ça aussi. Le programme, le planning d'un week-end de MotoGP, c'est les courses s'enchaînent. Donc au niveau du rythme, ça serait un peu. Oui, les courses, les séances d'essai, enfin des motos très différentes quand on voit l'implication. Et puis aujourd'hui, une séance d'essai, elle s'arrête pas quand les motos rentrent au garage, quoi. C'est des heures de travail derrière avec des ingénieurs pour discuter, débriefer, réfléchir au réglage. Donc on n'imagine pas qu'un pilote puisse passer d'un... Il y a 20 courses. Alors en championnat de France, on a vu Louis Bull il n'y a pas très longtemps passer de l'European Bikes au Super Sport. Ça se fait encore dans les championnats de France.
Oui, mais comme on vient de le dire, le niveau est pas le même. C'est pas du tout péjoratif. Et puis c'est surtout que l'aménagement des séances et des courses le permet, parce que entre l'European Bike et le Super Sport, bah, ça se suit pas. Les séances d'essai sont pas les unes derrière les autres. Concrètement, sur un championnat comme le MotoGP, c'est irréalisable. Enfin, moi je pense et je considère que c'est irréalisable. Alors en MotoGP, justement, le MotoGP change de diffuseur. On a appris début mi-septembre. Bon, c'était un peu dans les tuyaux, on l'avait annoncé à Sans Concession plusieurs mois avant. C'est officiel depuis le 10 septembre. Canal+ va diffuser les GP à la place d'Eurosport. Pour combien de temps et sous quelles conditions, Michel ? Alors pour l'instant, le contrat dit simplement pour plusieurs saisons, donc on n'a pas vraiment le nombre d'années. On imagine que c'est le minimum, ça serait 3 ans, mais on imagine que si Canal+ aujourd'hui décide d'investir dans le MotoGP, c'est avec une vision certainement à long terme. On connaît le travail qu'ils font à F1. Voilà, ils ont décidé visiblement que les sports mécaniques étaient pour l'avenir. Ils ont perdu pas mal de droits sur le football, donc voilà, je pense qu'ils vont mettre le paquet, c'est pas seulement pour 2-3 ans. Comment ça va se passer concrètement? Ça va être diffusé sur Canal+, mais quand il y a des week-ends de Formule 1 et de MotoGP, comment ça se passe? Enfin, moi j'ai regardé le calendrier parce qu'effectivement il y a déjà eu des rapprochements. Il y a 7 courses qui sont en concordance de date, mais il y en a 6 qui sont sur des continents différents. Donc quand le MotoGP est en Europe, la Formule 1 est aux États-Unis ou en Amérique du Sud, donc et inversement, et en décalé. Donc logiquement, ça ne devrait pas poser de problème. Mais cette course-là, comment ça va se passer? Après, Canal+, c'est un groupe. Et Canal+, c'est Canal+, mais c'est aussi Canal+ Sport. Donc c'est aussi C8, puisqu'on sait aussi qu'il y aura 2 Grands Prix, dont le Grand Prix de France, qui sont diffusés en clair. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même pas mal de possibilités pour jongler avec leurs programmes, leurs différents programmes et passer d'une chaîne à une autre. C'est ce qu'ils font actuellement sur la Formule 1. Hein. Les essais sont sur le Canal+ Sport, oui, et la course est sur Canal. Stéphane, c'est une bonne nouvelle ce changement de diffuseur selon toi? Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais d'abord, est-ce qu'ils vont retransmettre Moto 2, Moto 3 et MotoGP comme le fait actuellement Eurosport ou... Oui, apparemment ils sont engagés. La Dorna tient justement à ce que le programme ne soit pas simplement le MotoGP. En F1, on l'a dit, il passe aussi du GP2, du GP3 ou d'autres disciplines qui passent sur d'autres chaînes. Alors il n'y aura peut-être pas toutes les séances d'essai, peut-être qu'on n'aura pas les séances libres du matin, Moto 2, Moto 3, encore que je n'en sais rien. Hein. Pour l'instant, ils sont... voilà, on a vu une équipe au grand complet venir à Misano donc finaliser ce contrat. Ils sont en train de réfléchir au dispositif qui sera mis en place. On sait que c'est une chaîne ambitieuse et qui veut faire de la MotoGP un programme premium. Donc je sais qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'inquiétudes de par les fans, de par les abonnés d'Eurosport qui s'inquiètent un petit peu. Est-ce que la moto va souffrir de ce changement? Personnellement, je ne crois pas. Voilà, Canal+ s'est construit sur le cinéma et le sport. Si aujourd'hui Canal+ décide d'investir dans le MotoGP, c'est pour faire de cette discipline un vaisseau amiral de leur chaîne, je pense. On sait aussi qu'ils font pas mal de magazines, donc je pense qu'il y aura peut-être même plus de choses que ce qui est actuellement fait sur Eurosport. Stéphane, le mot de la fin pour ce débrief sport, est-ce qu'on peut dire que c'était mieux avant? Ça, je pense que oui. Alors, justement, c'était mieux avant. On va passer à la rubrique c'était mieux avant avec une Peugeot de 1914 que Éric Communier a dénichée à Varano. On regarde ça. Il s'agit d'une moto Peugeot qui est sortie en 1914, donc juste avant la guerre. C'était un moteur révolutionnaire développé par Ernest Henry, un ingénieur suisse. Donc c'est un bicylindre, 500 cm3, 4 soupapes par cylindre, double arbre à cam en tête. Et puis il a tout gagné, il a battu le record du monde à Archer de vitesse pure, etc., etc. Et puis la guerre est arrivée. Et ma foi, je ne connais pas de machine qui existe encore avec ce moteur-là. Et j'ai refabriqué toute cette moto à l'identique avec les plans où il y a tous les écrous, les boulons, les goujons, le vilebrequin, les pistons. Donc j'ai refabriqué ça, voilà. Là, c'est quand même un 4 soupapes. Il n'y a pas de palier central, c'est un petit volant. Et comme les Triumph des années 50, un peu plus tard, des années 40. Et le double arbre à cam en tête. Il y avait déjà eu des bicylindres, il y avait déjà eu
des 4 soupapes. Il y avait déjà eu des doubles Arbacam en tête, mais l'ensemble, non. En un seul moteur, non. C'est le premier. Donc c'est le premier moteur de moto vraiment moderne sur la Terre. On va passer maintenant au débat et on va parler des changements de discipline, changements de sport, puisque toi aujourd'hui, Florent, tu fais du handball. C'est ça, ouais. Et tu es dans quel club? Aix-en-Provence, PAUC. D'accord, donc on va parler des changements de discipline ou de sport, puisque Stéphane, tu es passé sur 4 roues, avec plus ou moins de succès. Tout de suite, le débat. Le débat maintenant avec la problématique, peut-on être champion dans plusieurs sports? On a 2 grands champions ici, plusieurs fois champion du monde olympique pour toi Florent, pour toi Stéphane, de multiples titres, on en a parlé tout à l'heure, le titre mondial notamment en super sport. Vous avez tous les deux franchi des barrières, c'est-à-dire multidisciplines, plusieurs nages, plusieurs catégories moto, et puis vous êtes passé sur, pour Florent, un autre sport. Pour toi Stéphane, on peut considérer que c'est une autre catégorie ou c'est un autre sport, la voiture? En fait, ça reste un sport mécanique. Donc à part, c'est plus un guidon, c'est un volant, il n'y a plus de roues, il y a 4 roues, et il y a surtout de la carrosserie. Il suit quand même, hein. Oui, il a progressé. Hein. Eric, il y en a beaucoup des sportifs moto qui sont passés avec succès à l'automobile. On a le premier à avoir fait ça, c'est John Surtees, qui a été champion du monde en moto et en Formule 1. Dans les catégories Rennes, c'est-à-dire en Grand Prix 500 en Grand Prix et en Formule 1. En Grand Prix et en Formule 1, c'est le seul à ce jour qui l'a réussi. Mais c'est vrai qu'il y a des transferts, il y a beaucoup de pilotes moto qui sont passés à la voiture. L'inverse est évidemment beaucoup moins vrai. Mais même si on a eu par exemple un Sébastien Loeb avoir certaines dextérités, ou même un Michael Schumacher, on en parlait, passer aussi sur 2 roues. Mais des pilotes qui font une carrière ensuite à haut niveau, c'est plutôt 2 roues, 4 roues. Parce qu'on a vu Johnny Cecotto, me souffle Eric Communier avec justesse. Johnny Cecotto, Agostini s'est essayé aussi à l'automobile. Oui, avec plus ou moins de succès. Ouais. Voilà. Valentino Rossi gagne le rallye de Monza régulièrement. Après, c'est plus ou moins d'implication, Stéphane. Est-ce qu'il y a des problèmes de budget pour accéder au sport automobile? Aujourd'hui, de plus en plus, je pense, dans un sport mécanique surtout. Après, c'est vrai que moi j'ai eu la facilité en moto, j'ai vite intégré un team, donc ça a été assez facile, j'ai pas eu besoin de trouver d'argent. Mais dès que j'ai voulu passer aux 4 roues, là oui, il faut essayer de trouver des budgets et ça coûte très cher. Il y a aussi Christian Lavieille et Stéphane Peterencel dans les courses de désert. On va dire dans la discipline. Voilà, ils ont changé de discipline. Florent, lui, s'est changé tout de suite de sport. Alors, changer de sport, Florent, toi, tu es passé de la natation au handball. Il y a Usain Bolt récemment qui est passé au football. Lui, ça n'a pas été simple. Usain Bolt, il a fait plusieurs essais dans plusieurs clubs. Il n'a pas forcément été retenu en dépit de ses qualités athlétiques. Et finalement, il a trouvé, entre guillemets, refuge pour l'instant en Australie. Alors, il y a un sportif qui a commencé, un crossman, qui était vraiment un espoir du motocross et qui est passé assez rapidement au golf à très haut niveau. C'est Ricky Fowler, qui a tourné avec son sponsor Puma une vidéo promotionnelle sur un terrain de golf avec une moto de cross. On regarde tout de suite et on revient au débat. Stéphane, est-ce que c'est un fantasme de rouler sur un terrain de golf avec une moto de cross? Ça l'a toujours été, ça je le garantis. Ouais. D'ailleurs, je me demande comment ils ont pu faire un reportage là-dessus. Il y a du sable, il y a des jumps, et puis c'est lisse, c'est beau, c'est propre. Ça donne envie de... ça donne une envie fou, une envie folle, pardon.
C'est clair. Florent, quelles sont les qualités requises pour passer comme ça d'un sport à l'autre et quelles sont les difficultés? Toi, par exemple, pour passer de la natation au handball, qu'est-ce qui est le plus difficile? Moi, ce qui est le plus difficile, c'est que je change de milieu. J'étais dans un milieu aquatique et je passe sur un milieu terrestre, donc c'est vraiment totalement différent. Alors, il y a des sportifs de très haut niveau qui sont passés à la moto. Florent, si jamais ça ne réussit pas en handball, peut-être tu peux te poser la question. Luc Alphand l'a fait en tout terrain. Renaud Lavillenie l'a fait en vitesse. Il a fait de l'endurance, il a fait les 24 heures du Mans. Est-ce que tu pourrais envisager de faire des compétitions moto? Je pense que j'aurais un gros problème de gabarit en fait, même si l'envie y était. Je fais 2 mètres, je fais 100 kilos, alors il faudrait que je perde beaucoup de kilos. Et, pour la motricité, c'est bon. Hein. Ouais, mais niveau aérodynamisme, ça complique vachement les choses. Donc voilà, et du rallye raid éventuellement? Pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Je pense que je serais plus apte à faire du sport auto sur 4 roues que sur 2 roues. Parce que sur 2 roues, j'ai mon poids qui sera un gros problème, alors que sur 4 roues, c'est quand même moins important. Christian Califano a fait le Dakar. Ouais, il a fait le Dakar à moto. Hein, à moto. Il y a une discipline qui lui conviendrait bien, c'est les enduros extrêmes, là, où il faut avoir des jambes, être grand et tout pour crapahuter. Là. On sent la frustration. Hein. On fait la même taille. Voilà, Assis, et c'est vrai qu'Assis, vous faites la même taille, il n'y a vraiment pas besoin. Le fait de changer comme ça de monde, d'univers, hein, comme tu l'as fait, c'est compliqué quand on arrive dans un nouvel environnement. Faut se faire une place, on arrive avec une certaine aura, c'est compliqué, c'est à la fois simple. Comment ça se passe? C'est compliqué en fait, surtout pour le regard des autres, parce que on va prendre mon cas, je suis arrivé à Aix, je suis arrivé en équipe 2, donc en 4e division, ce qui est une division à peu près au milieu du handball. On joue déjà bien au handball. Et au premier entraînement, donc je connaissais pas les mecs de mon équipe et plein de caméras sont arrivées. Donc forcément, après, comment expliquer à des jeunes joueurs de 18-20 ans que je suis quelqu'un de normal, que je veux jouer comme eux? C'était très compliqué au début. Il y a eu beaucoup de critiques. En France, quand on change de discipline, même de milieu, hein, c'est très compliqué. Les gens veulent qu'on reste dans notre case. On met une étiquette et il faut surtout pas l'enlever. Ouais. Après, maintenant, ils ont vu que j'ai été humble. Ouais, ça fait 2 ans en novembre que j'ai commencé le hand. Je vais finir cette saison en National 2. Et ça me plaît énormément. Donc après, si je progresse, tant mieux. Si je progresse pas, tant pis, c'est pas grave. Moi, j'ai juste envie de jouer. Et voilà, après, il y a de tout. Il y a du sport associatif, il y a du sport à moyen niveau et du sport à haut niveau. Il y a du sport fait pour tous. Je pense que certains sont frustrés de ne pas être à haut niveau aussi. Et certains ont des qualités physiques que d'autres n'ont pas. Et c'est compliqué à expliquer, quoi. Moi, j'ai la chance d'avoir un patrimoine génétique. Je fais 2 mètres, je fais 100 kilos, j'ai de la force. Donc forcément, j'ai cet atout. Après, j'ai des inconvénients. C'est que j'ai moins de technique que les autres. Mais j'essaie justement de jouer sur mes atouts. Et certains qui font du hand depuis 15-20 ans ont moins d'atouts physiques niveau génétique, donc forcément c'est un petit peu dur pour eux à avaler, mais je ne serai jamais non plus aussi fort que les joueurs qui jouent en D1, qui sont physiquement comme moi et qui ont la technique depuis 25 ans. C'est normal, il faut juste trouver sa place. À moyen terme, l'objectif c'est quand même d'essayer d'aller dans l'élite ou au niveau où tu es actuellement avec ton club, ça te suffit pour, comme tu le disais, prendre du plaisir et assouvir un peu cette passion? Alors ça me suffit pour prendre du plaisir. Maintenant, je pense que quand on est compétiteur, on veut toujours aller plus haut. Donc j'aimerais bien un jour jouer en pro, c'est sûr. Je ne sais pas si j'ai la capacité encore. Physiquement, mon corps se fait à la terre et j'arrive à ne plus avoir trop de blessures. Donc c'est un gros atout pour moi. Mais après, niveau technique, il faut forcément que je bosse beaucoup sur le shoot, sur les passes, sur le placement, sur comprendre un système de jeu, toujours s'adapter aux adversaires. Donc voilà, on verra. En fait, je n'aurai pas la frustration de la natation, parce qu'en natation, si on n'arrive pas à avoir son objectif, on ne s'est pas amusé en fait. On ne s'amuse pas en natation. Alors qu'au hand, même si on peut perdre un match, faire 5e ou 6e du championnat et s'être amusé quand même aux entraînements, on s'amuse, on rigole avec les copains. En natation, on rigole pas. Si on n'arrive pas à son objectif à la fin de la saison, l'année est perdue. Là, j'aurais fait 3 ans. Même si j'y arrive pas, je me serais régalé et j'aurais trouvé des choses en moi qui sont géniales. Je me serais amusé. Stéphane, toi, tu t'amuses au volant comme au guidon?
Moi, de toute façon, je me suis toujours amusé. C'est une passion. J'ai toujours la passion pour. Du moment que j'ai un moteur. Regarde comment il parle. Il y a les yeux qui brillent. Du moment que j'ai un moteur dans les mains, je suis heureux. Et que ce soit un guidon ou un volant, j'aime la glisse, j'aime tout ça. Et ouais, c'est ça qui m'a rendu. Est-ce qu'on peut, pour finir ce débat, est-ce qu'on peut espérer vous voir tous les deux sur un circuit, Stéphane, que t'emmènes Florent au Castellet? Pourquoi pas, pour quelques trajectoires sympas. Ça sera avec grand plaisir. Ouais. Pour moi aussi. Ouais. Pour moi aussi. On prend date, on se donne rendez-vous. On appelle Stéphane Clair au Castellet. Par contre, il faudra bien définir les Philippe rôles. Ça serait plus logique que ça soit Florian au guidon et Stéphane derrière que l'inverse. Ouais. Non, mais tous les deux, une moto chacun. Une moto chacun, ouais, exactement. Bon, on va faire ça, on va organiser ça, on va en parler à Stéphane Clair du circuit du Castellet et on se retrouve un jour prochain sur le circuit du Castellet. Ouais, avec plaisir. En attendant, nous, donc on vous remercie. On va se retrouver, Eric, la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Sans Concession. Salut à tous. Merci Florent, merci Stéphane et à bientôt. Merci beaucoup.